Bienvenue chez Omerta. Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui le directeur délégué de la rédaction de Valeurs Actuelles, Arnaud Folch, bonjour. Bonjour. Vous avez piloté ce numéro hors série qui vient juste de paraître et qui est donc disponible dans tous les kiosques sur l'Histoire interdite volume 2, puisque l'Histoire interdite volume 1 avait l'année dernière rencontré un beau succès. Numéro encore très intéressant et très varié. Premier article qui d'ailleurs ouvre le numéro est très intéressant puisqu'il s'agit d'une nouvelle enquête sur le tabou de la gauche pro-pédophile. C'est un sujet qui revient de temps en temps sur les réseaux sociaux, de temps en temps dans la presse de droite, mais là l'enquête est très fouillée et nous fait redécouvrir des documents des années 70 qui font froid dans le dos. Écoutez, honnêtement, je crois qu'on peut le dire et vous ne me contredirez pas. Il n'y a pas eu une enquête aussi fouillée qui est sortie sur le sujet et notre journaliste a passé 1 an pour retrouver un certain nombre de documents. Et alors, je ne vais pas citer ici, comment dirais-je, un certain nombre de propos qui d'ailleurs tombent sous le coup qui tomberaient sous le coup de la loi aujourd'hui, mais nous avons retrouvé des documents, des déclarations et des pétitions écrites par tout ce que la gauche bien pensante des années 70 et 80 a écrit sur ce sujet, qui font, comme vous le dites, froid dans le dos. Un tout petit exemple, encore une fois, sans citer une phrase, il faut savoir qu'en 1976, par exemple, le journal Libération avait initié carrément un front de libération des pédophiles. Le journal Libération, qui est aujourd'hui le journal iconique, toujours le journal iconique de la gauche, a été pendant près de 20 ans la porte-parole d'une idéologie qui tendait à dépénaliser la pédophilie. Nous publions dedans les pétitions qui ont été signées par tous ces intellectuels de gauche ou pseudo-intellectuels, mais il est question de Sartre, de Beauvoir, mais aussi de Bernard Kouchner, de Jacques Lang, et de nombre de personnes d'ailleurs dont on n'attendait pas forcément qu'ils figurent dans ces pétitions. On connaît évidemment certaines des déclarations de Daniel Cohn-Bendit, mais elles sont toutes absolument effarante. C'est-à-dire qu'au nom de l'interdit d'interdire, du fameux interdit d'interdire des 68 arts, en définitive, il était surtout question pour eux de libérer leurs pulsions et leur abjection pour utiliser les enfants à leurs fins personnelles de manière sexuelle éhontée. Et ces gens-là continuent encore, ou leurs descendants, à nous donner des leçons. Alors, ce qui est amusant dans notre pays, c'est quand même que, par exemple, Marine Le Pen a le droit au rappel de certaines déclarations de son père toutes les semaines, et que il ne viendrait à personne l'idée de reprocher à Raphaël Glucksmann les positions de son père, adhérant d'une certaine façon à cette défense de la pédophilie. Écoutez, vous parlez d'or. Raphaël Glucksmann, pas Raphaël Glucksmann, le père de Raphaël Glucksmann, a effectivement signé, était l'un des principaux pétitionnaires. André Glucksmann, un des principaux pétitionnaires de ces pétitions. Alors évidemment, on ne peut pas reprocher au fils les errements dangereux et pervers de son père, mais on peut effectivement s'étonner du 2 poids et 2 mesures, enfin on ne s'en étonnera pas d'ailleurs, parce qu'il est permanent entre effectivement le camp national et le camp de la bien-pensance. Quand on pense qu'aujourd'hui encore on reproche à Marine Le Pen des propos de son père datant de 40 ans, on peut se demander pourquoi on ne demande pas aussi des comptes à Raphaël Glucksmann sur les pétitions de son père, qui encore une fois appelait à dépénaliser la pédophilie et à considérer que les enfants étaient maîtres de leur corps, de leur sexualité, et pouvaient avoir des relations sexuelles avec des adultes et qu'ils étaient consentants à partir de l'âge de 10 ans. Voilà ce qu'est la gauche bien pensante et à laquelle, encore une fois, on ne demande jamais de compte. J'ajoute, si vous le permettez, qu'un second article très fouillé lui aussi a été écrit sur ce qui est un autre tabou français. C'est la gauche antisémite. On en a pas mal parlé ces derniers temps. Bien sûr. Autre tabou que
vous levez. Voilà, absolument. Parce que là encore, on connaît un peu, on sait que Voltaire, Proudhon, Blanqui, un certain nombre de personnalités de gauche iconiques, Jules Guesde, des icônes de la gauche, ont été mais antisémites de manière éhontée. Mais c'est aussi le cas, nous avons retrouvé des propos de Jean Jaurès ou d'Émile Zola que nous publions à l'intérieur du magazine, qui là aussi font froid dans le dos. Quand on se dit qu'en ce moment, Anne Hidalgo voudrait débaptiser une rue Bugeaud à Paris, et n'a cessé de débaptiser, comme Bertrand Delanoë ces dernières années, les rues de grands généraux français, on se dit que là aussi, il y a un deux poids, deux mesures absolument effarant. Sans oublier que le négationnisme a été aussi largement entretenu par les milieux trotskistes, donc la négation de la Shoah, depuis les années 50 avec Paul Racinier, qui lui était à la SFIO, donc socialiste, jusqu'à la vieille taupe qui publiait les livres de Forisson. Mais bien sûr, et la vieille taupe a été fondée par des trotskistes. Aujourd'hui, vous interrogez les Français, vous parlez de négationnisme ou de révisionnisme, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est l'extrême droite. Eh bien, c'est faux. Le négationnisme et le révisionnisme, encore une fois, on le démontre, document à l'appui, il vient de l'extrême gauche. Et ce n'est pas pour rien si aujourd'hui, c'est aujourd'hui l'extrême gauche qui porte l'étendard de l'antisémitisme en France. On feint de s'en étonner, mais la vérité, c'est que les gènes profonds de cette extrême gauche sont antisémites, l'antisémitisme par détestation entre guillemets, du riche, du profiteur, du camp occidental. Et les documents, les propos, les textes que nous publions le montrent de manière absolument avérée. Encore une fois, Émile Zola et Jean Jaurès aussi ont écrit des propos incroyablement antisémite. J'ajoute que Jean Jaurès a persévéré dans son antisémitisme, y compris après la signature du fameux J'accuse d'Émile Zola. Alors, après, vous revenez sur d'autres sujets qui sont aussi connus, c'est-à-dire que la gauche fut colonialiste au XIXe siècle, et on peut reprendre les propos de Jules Ferry. C'est le centre-gauche, mais en tout cas, c'est quand même des gens qui étaient classés à gauche par rapport à la droite de l'époque. Mais bien sûr, Jules Ferry prônait le droit des races, le devoir des races supérieures d'éduquer les races inférieures. Aujourd'hui, les propos, on les dirait, encore une fois, on dirait, mais c'est l'extrême droite, c'est le camp national. Pas du tout, tout ça vient de la gauche. À l'époque, Paul Déroulède était contre le colonialisme, parce qu'il considérait que le but de la France était d'abord de récupérer l'Alsace-Lorraine plutôt qu'effectivement d'aller conquérir des pays outre-mer. Mais on revient aussi sur un sujet qui est finalement assez peu connu. Je pense que vous connaissez la fameuse ancienne, lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Quand on parle de l'affaire Goldman, par exemple, qui a donné lieu à un film l'année dernière, quand on parle de l'affaire Goldman, tout le monde discute de son assassinat mystère. C'est vrai. Il est mort assassiné, honneur de la police, bonheur de la police, on ne sait pas. Mais la vérité, c'est que nous, ce que nous avons fait, nous avons repris tous les éléments vraiment du procès Goldman lui-même. Or, Goldman subissait, était responsable, en tout cas, de 4 braquages. Les charges pesant contre lui sur ce double meurtre, parce que Goldman était accusé de 2 meurtres. Il était condamné en première instance et il a été acquitté de ces 2 meurtres en seconde instance. Mais s'il a été acquitté de ces 2 meurtres en seconde instance, c'est grâce, encore une fois, à cette pression de cette gauche bien pensante et de cette gauche intellectuelle, de cette extrême gauche pétitionnaire. On retrouve d'ailleurs à peu près les mêmes que dans le cadre de la gauche pédophile. Là, en l'occurrence, c'était Simone Signoret, c'était Yves Montand, c'était Patrice Chéreau signataire aussi des choses sur la gauche pédophile. Encore une fois, on voit les 2 poids, 2 mesures. On oublie tout ce qui considère le passif de cette gauche intellectuelle régnant sur les médias et pour pointer de manière systématique le camp national qui, lui, pendant toutes ces années, n'a cessé au contraire de se battre pour la défense justement des enfants, de la famille et pour la défense de la sécurité.
Bah écoutez, merci beaucoup Arnaud Folk d'être venu présenter ce numéro, ce volume 2 de l'Histoire interdite, donc les hors-séries de Valeurs actuelles, toujours aussi passionnants, et que vous pourrez donc acquérir dans tous les bons kiosques. Merci encore Arnaud Folk. Merci Jérôme.